Bonjour, bienvenue pour ce programme d'Acadème. Merci beaucoup à Arnaud Bicard d'être venu. Notre invité est un yiddishiste chevronné, un traducteur, un professeur de langue et de culture yiddish, en particulier du yiddish ancien. Et Arnaud Bicard a traduit un roman de chevalerie en yiddish. Un roman de chevalerie en yiddish, alors là, voilà une chose à laquelle on ne s'attend pas, on ne connaît pas le yiddish sous cette forme-là, on ne l'imagine pas langue de chevalier et de belle demoiselle. C'est pourtant le cas dans ce très beau livre publié par l'Antilope, livre écrit au XVIe siècle par Elia Levitave, un livre donc de chevalerie que vous avez traduit en vers, en alexandrin et en rime. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, rapidement, de quoi il s'agit ? Alors, Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne est un roman de chevalerie qui, dans l'original, s'intitule Paris et Vienne. Et au moment d'éditer la traduction française, on s'est dit qu'il fallait un peu expliciter les deux termes parce que sinon on aurait cru que c'est un guide de voyage entre Paris et Vienne. On aurait eu du mal à identifier la nature du texte. Les deux personnages principaux sont des nobles, des aristocrates. Il s'agit d'un roman de chevalerie typique de la fin du Moyen-Âge, tel qu'on en connaît d'autres. Il y a des noms connus comme la Belle Maguelonne, un peu des descendants de Tristan et Iseut, des amants dont le destin amoureux est contrarié par le sort et qui, au terme de nombreuses tribulations, finissent par se retrouver. C'est un type de récit, d'écrit qui était extrêmement populaire à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance. Et populaire, ça veut dire que les Juifs ne dérogeaient pas à la règle. C'était l'équivalent peut-être aujourd'hui de nos séries Netflix. Il s'agissait de récits que tout le monde connaissait, que tout le monde avait dans l'oreille. On connaissait par cœur même. On en connaissait beaucoup par cœur parce que la transmission s'est fait beaucoup à l'oral. Il y avait dans les rues d'Italie des cantori da panca, c'était des chanteurs de rue qui montaient sur un banc, sur une petite élévation pour déclamer, alors sous cette forme rimée. C'est pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle, pour moi, il était important de la conserver. Alors, c'est un texte provençal des cours de la France, Oui. qui a été traduit dans plusieurs langues, qui a été traduit par Elia Levita en yiddish, mais à l'italienne. Parce que cet auteur vivait en Italie. Alors, je pense que c'est le moment de nous dire quelques mots sur Elia Levita. Alors, Elia Levita, c'est un personnage assez extraordinaire de la Renaissance. Il est né près de Nuremberg, dans une petite ville qui s'appelle Ipsheim. Et il a grandi dans cette ville. On connaît peu de choses finalement de sa famille. On sait que son père était savant, on sait qu'il a reçu une éducation très classique et de très haut niveau. Ce qui le détache de ses contemporains dès sa jeunesse, c'est un goût prononcé pour la grammaire, pour la connaissance de l'hébreu, la connaissance de l'araméen. Et il est parti, il a quitté l'Allemagne, donc il est né en 1869 et il a quitté le territoire germanique. On pense à la fin des années 90, donc il y a des expulsions, des voilà, on n'est pas loin, on est dans une période très mouvementée en Allemagne avec beaucoup d'expulsions à Nuremberg notamment. De Juifs. De Juifs qui vivaient dans les villes. Alors, il y avait une grande instabilité. Souvent, les Juifs étaient expulsés de la ville pendant 2 ans. Ils s'installaient dans les villages alentours et puis ils revenaient
petit à petit. Il y avait comme ça, c'était au caprice des dirigeants, en fonction des prêches, des prédicateurs itinérants, donc c'était très instable. Et puis l'Italie était une terre d'accueil pour les Juifs ashkénazes depuis déjà plusieurs siècles. L'Italie du Nord en particulier et des lieux qu'on n'imaginerait pas, disons, de culture ashkénaze comme le ghetto de Venise qui a été fondé en 1516, donc au tout début du XVIe siècle, a en réalité été fondé quasiment que par des Ashkénazes. Par des nouveaux immigrés. Par des nouveaux immigrés qui étaient arrivés soit une génération plus tôt, soit très récemment comme Elia Levita. Donc voilà, la présence de la langue yiddish dans cette région est pas si surprenante qu'on pourrait le croire. On s'y attend pas effectivement, mais c'est aussi c'est un cas de figure qui ressemble à la présence de la langue yiddish à New York au début du XXe siècle, tout simplement. Et donc, oui. Elia Levita, qui vient d'Allemagne, migre en Italie avec sa famille. Alors, il migre en Italie avec sa famille. Ici, on sait qu'à cette époque-là, il vit essentiellement de deux sources de revenus. Il était professeur privé. Il allait dans les maisons des nobles et il leur enseignait l'hébreu, pas seulement des nobles, aussi des familles juives. Il connaissait les deux milieux. Il connaissait les deux milieux et c'est une caractéristique qu'il a accompagnée toute sa vie. Lorsqu'il s'installe, il s'installe d'abord à Padoue, ensuite il vit quelques années à Venise. Et puis ce qui est le plus marquant, c'est qu'il passe 13 ans de sa vie entre 1514 et 1527 chez un cardinal, vraiment l'une des personnes les plus influentes de Rome. Donc il s'installe à Rome avec toute sa famille, dans le palais du cardinal, donc très très près du pape Léon X. Et lui, il a une raison très concrète. Alors, le cardinal l'a invité parce qu'il avait compris que c'était un homme précieux, qui pouvait lui enseigner l'araméen, qui pouvait l'aider à comprendre. Le cardinal était fasciné de Kabbale, ce qui n'était pas du tout la tasse de thé de Levita. Levita l'écrit à plusieurs moments, et il n'y croit pas vraiment. Il pense que lui, c'était un homme très rationaliste, et donc quand ça partait dans le mysticisme, il y allait à reculons. Mais le cardinal était ravi d'avoir quelqu'un d'aussi savant. Et Levita était sans doute extrêmement heureux aussi d'être, lui qui a commencé à composer des livres de sciences, des livres avec une approche de la Bible qui est une approche de comparaison des manuscrits, d'explication philologique de la naissance des textes. Parce que de critique biblique. De critique biblique, il a fait scandale parce que il a l'un des premiers déclaré que les voyelles que l'on lit, le Nikoud en dessous des lettres hébraïques, ne venait pas du mont Sinaï, parce que lui-même avait comparé les manuscrits, a bien vu que les voyelles étaient arrivées tardivement, en fait, à la fin du premier millénaire, et qu'il y avait eu plusieurs systèmes de vocalisation concurrents. Et c'est quelque chose qui a eu beaucoup de mal à être accepté par l'ensemble de la communauté juive et des intellectuels, même parmi les intellectuels les plus brillants, comme Azaria de Rossi, qui était lui aussi un humaniste, n'a pas apprécié cette remise en question du Nikoud. Donc c'est un humaniste juif qui fait un travail de critique au sein d'abord du judaïsme, totalement. Tout en travaillant aussi à transmettre des connaissances ou à jouer un rôle C'est un grand pédagogue auprès des chrétiens. Et pourtant, il me semble qu'il est appelé à un moment donné par François Ier à rejoindre Paris, alors pour le coup la ville de Paris, pour tenir une place au Collège de France, une chaire au Collège de France nouvellement créée. Ce qu'il refuse parce qu'à ce moment-là, les Juifs n'ont pas le droit de vivre à Paris et qu'il aurait été le seul Juif de la ville, ce qu'il refuse. Alors, on le sait simplement parce que lui-même l'a écrit dans un de ses manuscrits de la concordance qui s'appelle le Sefer Zikaron. Et il écrit exactement ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il
il aurait pu, il a été invité par le roi de France, c'était un honneur extraordinaire, mais que l'idée d'être le seul juif dans un pays qui avait finalement expulsé tous ces juifs depuis la fin du XIVe siècle, ça ne pouvait pas être envisageable. Et donc cet auteur termine sa vie finalement en Italie. Alors oui, il meurt, il a passé finalement les 2 dernières décennies de sa vie essentiellement à Venise. Il a beaucoup travaillé avec les imprimeurs, parce que les imprimeurs, c'est la grande époque de l'impression vénitienne, au moment où les grandes publications du Talmud, qui jusqu'à aujourd'hui sont la base des éditions du Talmud, est à Venise. La mise en page, l'organisation du livre n'a pas changé depuis cette époque. Et lui a fait partie de cette entreprise de façon active, comme critique, comme relecteur. Et alors, cet homme, dans ce roman de chevalerie en vers, comme dans le Bovébourg que vous avez évoqué, dont on reparlera, écrit, alors pour le coup, pas du tout un traité de grammaire, pas du tout une étude de texte pieux, mais un On est roman. dans un autre monde. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est que cette histoire de Tristan et Isotidiche, qui lisait ce genre d'écrit, et puis il faut peut-être dire quelques mots aussi sur le texte qui est parfois audacieux, voilà, voire vulgaire, parfois un peu à la Rabelais. Ah oui, c'est ça. Il y a un côté rabelaisien, un côté jouer sur le grotesque, jouer sur le bas corporel, parler des plaisirs de la chair, des bons vins, des festins. Voilà, il y a tous ces aspects-là qu'on rencontre qui nous sont familiers par certains textes de la Renaissance. Et alors, à qui ce livre s'adressait? Qui le lisait? Alors, on sait que les romans de chevalerie étaient très populaires. On le sait pas tant par le nombre de textes qui nous sont conservés, parce que finalement, en yiddish, on en a même des textes de yiddish anciens qui nous ont été conservés. Il y a plusieurs dizaines qui sont de l'ordre des romans de chevalerie. On a même des adaptations en romans de chevalerie de certains textes de la Bible, notamment du livre des rois et du livre de Samuel, parce que c'est des textes dans lesquels il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de batailles de des récits, rois David, voilà, les batailles du roi David, de Saül, donc on a de quoi raconter dans le style. On les a adaptés dans un style qui est proche des romans de chevalerie allemands de l'époque. Donc on sait que les Juifs aimaient beaucoup lire ou entendre, parce que là encore, ça devait être vraiment les deux. Il devait y avoir à peu près autant de lecture à haute voix ou de récitation que de lecture sous forme manuscrite, et plus tard sous forme de livre. Mais la popularité, on en voit des traces du fait que dans de très nombreux textes, même des textes religieux, il est souvent écrit aux lecteurs, surtout ne lisez pas ces romans qui vous font perdre votre âme le jour de Shabbat. Alors, les romans auxquels il est fait référence sont souvent des romans allemands. Aujourd'hui, on ne les connaît pas, mais Hildebrandt, Dietrich von Berns, voilà, c'était les grands héros, les Roland et les Olivier de cette époque en Allemagne. Et puis les livres, dans certains autres textes, on voit apparaître aussi les livres d'Elia Levita. Ne lisez pas le Bovo d'Antona, parce que vous allez gâcher votre Shabbat, lisez des textes sacrés. Et ce qui le représente aussi très bien, c'est que donc lorsqu'il ouvre ce roman de chevalerie qu'il a édité lui-même à la fin de sa vie, le Bovo d'Antona, il écrit: je prends la plume, et puis je vais aux presses, je vais à l'impression pour donner un roman de chevalerie, parce que les femmes juives, il était toujours
de coutume de dire que c'était les femmes qui lisaient le yiddish parce que les hommes lisaient l'hébreu. Ils étaient trop sérieux pour lire du yiddish. Mais c'était bien sûr une convention. Hein. On sait très bien que les hommes lisaient autant que les femmes. Et donc les femmes juives me reprochent qu'elles s'ennuient le jour de Shabbat et elles ont besoin de lecture. Donc ça y est, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis arrivé et je vais leur livrer tous mes livres yiddish. Et le premier livre qu'il leur donne, c'est ce roman de chevalerie Bovo d'Antona, donc il leur donne en disant lisez-le à Shabbat, comme ça vous allez passer livre du qui bon est très temps. connu, peut-être dont on peut dire Dans le juste monde quelques yiddish. mots dans Oui, le oui. monde yiddish parce que alors Il est associé à une expression. voilà, il est associé à l'expression Bob et Maïse. C'est ça. On pourrait c'est croire ça. que ce sont des histoires de grand-mère. En fait, C'est ça ça. vient de Ça vient de livre. ce livre, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien plus tard, au XIXe siècle, les écrivains yiddish, et en particulier ceux qui défendront la langue yiddish, même au moment de la renaissance de l'hébreu, parleront aussi d'une libération des femmes par la diffusion de textes de littérature en yiddish. Donc, on a l'impression qu'il y a une sorte de destin là Ah oui, tout à fait. Tout à dans fait. la Il y a un littérature de destin cette langue. qui traverse les siècles, qui est le fait que la langue elle-même étant la langue vernaculaire, la langue qui n'était pas celle de l'étude, la langue yiddish, elle était parlée absolument par tous, mais il y avait... Ce qui est certain, c'est que l'hébreu était la langue masculine. C'était relativement rare qu'une femme le connaisse. Et par association, c'était également la langue méprisée. Et cette situation inférieure reflétait aussi la condition des femmes tout au long de l'histoire. Donc libérer le yiddish, c'était libérer les femmes. Il y a eu un mouvement parallèle entre... et tous ces auteurs, que ce soit Peretz, le grand auteur qui a défendu les femmes à la fin du 19e siècle, ou Elia Levita. Alors, Elia Levita, on va voir que avec son côté satirique et moqueur, on peut parfois se dire il est bien sévère pour des femmes qu'il est censé défendre, mais en réalité... Oui, il a un petit côté Montaigne parfois. Mais en réalité, il s'agit d'un jeu littéraire. Moi, je suis convaincu dans les textes où vraiment il prend position... c'est-à-dire souvent il s'agit de la question du mariage. C'est quelque chose qui le mettait en rage. Et quand on mariait des jeunes gens contre la volonté dès l'âge de 12-13 ans, il trouvait ça absolument odieux. Et il prend le parti, et là on sent qu'il y a toute l'indignation de l'homme et que ce n'est plus le poète moqueur et joueur qu'on trouve dans d'autres passages. Oui, c'est pas parfois, oui, effectivement, il arrive de lancer des petites piques aux femmes, mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui défend les droits des jeunes gens et qui écrit pour des femmes. Et donc, à travers la littérature de bonnes femmes, dirait-on, en fait, il y a aussi une libération, évidemment, des hommes. Bien sûr. Alors, il y a donc une vie juive italienne, extrêmement riche, dans plusieurs langues à la fois. Peut-être que vous pourriez nous lire le début d'un des chants, puisque ce roman en vers, Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne, est divisé en 10 chants. Et le début du 7e chant s'adresse aux Juifs italiens. Tout à fait. Ça s'adresse particulièrement aux Juifs de Venise. Et dans ce chant... alors, c'est l'une des grandes innovations de ce roman de chevalerie qu'il a emprunté au plus grand poète italien du temps qui s'appelle Ariosto, qui a écrit le Roland Furieux, qui est un roman de chevalerie fleuve avec des histoires à l'intérieur d'une histoire avec des... vraiment, c'est un roman fascinant qu'on lit un peu moins aujourd'hui, mais qui a été dans l'histoire de la littérature l'influence peut-être aussi grande que pour nous La Fontaine aujourd'hui. C'est-à-dire que d'ailleurs La Fontaine était un grand admirateur de l'Arios, Voltaire aussi. Et donc mon auteur Elia Levita est un tel admirateur de ce poète qu'il a repris
la coutume de mettre au début des chants un petit prologue satirique où il s'adresse souvent à son public. Et il a même repris des vers entiers de ce poète à l'intérieur de son texte. Alors je vais lire le début. Il s'adresse aux gens de Venise et il leur dit qu'ils sont les moins hospitaliers du monde juif. Il dit à Padoue, à Gênes, les Juifs sont plutôt sympathiques, mais vous, à Venise, vous êtes odieux et vous êtes incapable de recevoir un étranger. Et donc, il commence cette satire en leur disant regardez, l'étranger arrive, personne ne lui tend la main, personne ne lui donnerait un verre d'eau, personne n'approcherait pour lui dire shalom. Je vais vous lire le texte en yiddish. Viel Leute, die öffnen ihr Mund, die allmal pflegen sein Goredig und schwätzen oft in einem Fund auf unser Brüder von Venedig. Sie sprechen, wie sie sein im Grund und treulich sehr und nicht gnädig. Kein fremden Menschen sie ansehen können, nun merk, wie sie ihm gut noch eil sein gehen. Alors je lis directement dans le texte original avec une orthographe et une impression qui n'est pas de très grande qualité. Mais merci beaucoup. Voilà. Non, merci beaucoup de nous donner à entendre ce yiddish, qui est un yiddish encore ancien, oui. Le yiddish du début du XVIe siècle, qui vient directement à ce moment-là d'Allemagne, qui n'a pas encore passé par l'Europe de l'Est. Qui est arrivé en Italie et qui mélange déjà, comme c'est l'hébreu, il y a quelques termes hébraïques. Il y a quelques hébraïsmes, il y a de l'italien aussi, bien sûr, qui est d'ailleurs dans le premier roman de chevalerie, pas dans celui-ci, le Bovo-Bourg, il a même intégré à la fin du livre qu'il a édité un petit glossaire des termes italiens pour aider les Juifs qui ne vivaient pas en Italie, parce il avait envie que son texte voyage. Il savait que les Juifs yiddishophones hors d'Italie ne comprendraient pas ces mots. Il a mis un petit glossaire pour les aider à comprendre. Et alors, quelle était la place dans le paysage littéraire européen du yiddish par rapport aux autres langues? C'est-à-dire là, on voit l'influence de l'Arioste sur la littérature yiddish. Est-ce que dans le sens inverse, il a pu y avoir des influences? Alors, du yiddish sur une autre langue très peu. Les seules personnes qui s'intéressaient au yiddish parmi les chrétiens, c'était des prédicateurs. Ils voulaient comprendre les Juifs pour les convertir. Donc on a des premiers chrétiens. Certains étaient plus ou moins malveillants. Ce qui est certain, c'est que quand on a publié quelques textes yiddish, par exemple au XVIIe siècle, en caractère parfois en caractère hébraïque, parfois en caractère latin, c'était pour aider des personnes dont le but était de commercer avec les Juifs, soit dont le but était de convertir les Juifs. Il n'y avait pas de contact et d'intérêt littéraire pour la production juive. Peut-être plus, d'ailleurs, il pouvait y en avoir un peu plus pour la production en hébreu. Mais pour la production en yiddish, c'était à des fins moins nobles. Dans l'influence qu'ont pu avoir les Juifs était une influence intellectuelle, plus que littéraire. Et puis était une influence de passeurs. C'est eux qui ont rendu possible la lecture de très nombreux textes liés soit à travers la Kabbale, soit à travers la proximité avec les antiquités juives, la Bible, le Talmud. Voilà. Mais la production récente juive n'intéressait pas beaucoup. Donc, ce sont les textes saints et la Kabbale qui intéressaient bien sûr les chrétiens et éventuellement un petit peu quand même la production littéraire en hébreu. Pour apprendre le yiddish. Oui, et pour apprendre le yiddish, c'était à d'autres fins. Et convertir les Juifs. En revanche, là où cette littérature yiddish ancienne a dû avoir une influence, on imagine que c'est sur la littérature yiddish moderne. Oui, mais pas tant que ça.
Oui, mais pas tant que ça, pour une raison historique simple, c'est que chez un peuple qui a beaucoup voyagé, dont la langue a beaucoup évolué, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture très forte entre la littérature telle qu'elle s'est conçue à la fin du 19e siècle, une littérature moderne, très influencée par la littérature russe, par la littérature allemande, donc très liée à la Scala, aux Donc Lumières mouvement, voilà, juives, au mouvement à de partir du XVIIIe siècle. modernisation. La Scala, ce mouvement donc de modernisation, est né de l'idée que la culture telle qu'elle existait auparavant dans les ghettos, une culture d'isolement, était une culture qui était à effacer. Et d'ailleurs, elle était mal connue parce que elle a été transmise de façon très insuffisante. Le roman de chevalerie que nous discutons, le Paris et Vienne, a été édité pour la dernière fois au XVIIe siècle. Il y a eu une rupture, il a pas, ensuite on l'a oublié et on l'a redécouvert quand on a commencé à faire des recherches sur cette littérature. Et on a redécouvert le texte en entier il y a 40 ans. C'est-à-dire, j'aurais pas pu faire ma traduction si le texte n'avait pas été recouvert dans la bibliothèque du séminaire, donc chez des chrétiens, du séminaire de Vérone, qui avait conservé ce texte par curiosité pour les Juifs et pour ce qu'il produisait. J'aurais pas pu travailler dessus. Il y a quand même un paradoxe qui est que la littérature yiddish moderne, à partir du 19e siècle, du 19e siècle, va parler presque exclusivement de juifs, d'histoires qui arrivent dans des milieux juifs, des milieux populaires, souvent assez fermés. Parfois, il y a des rapports avec les aristocrates polonais ou hongrois, environnants ou russes. Mais ces écrivains qui sont issus de la Scala, donc d'un mouvement d'émancipation, écrivent des romans qui se passent dans un contexte exclusivement juif, alors qu'ils s'opposent à une littérature ancienne qui, elle, écrit, parce que le Chevalier Paris et la Princesse Vienne, ça se passe pas dans un milieu juif, c'est un milieu pas du tout. Œcuménique, principalement de culture chrétienne, même s'il y a beaucoup d'expressions yiddish qui sont spécifiquement juives. Ils sont judaïsés par la langue, en fait. Mais donc voilà, il y a un paradoxe, en tout cas, entre cette littérature qui parle du monde chrétien, alors que la littérature émancipée ne parle que de juifs. Oui, ce qui se passe au XIXe siècle, en réalité, c'est que quand la littérature yiddish renaît, au départ, il faut distinguer la littérature ambitieuse, celle que des auteurs comme Sholom Aleichem ont promue, qui effectivement disait je vais écrire sur les Juifs, parce que le yiddish est une langue qui est merveilleusement adaptée à décrire cette société, deux, parce que c'est une société qui a besoin d'être représentée pour elle-même, mais en réalité, si on regarde attentivement comment les choses se sont passées, Sholom Aleichem s'oppose à des auteurs qui écrivaient justement sur des textes qui n'étaient pas juifs. Le premier attrait des Juifs à la fin du 19e siècle, le grand ennemi de Sholom Aleichem, c'était un homme qui s'appelle Shomer. Et Shomer, cet auteur, n'arrêtait pas d'écrire sur les femmes du sultan de Turquie, sur un bourgeois de Paris qui abandonne sa pauvre femme. Il adaptait, il reprenait des textes de Gensu ou d'autres, de Ponson du Terrail, des auteurs qui écrivaient des longs romans d'aventure. Très populaire. Donc, en fait, cette attirance vers l'étranger, elle était là déjà aussi au 19e siècle. Et c'est à partir du moment où on a voulu un peu, disons, discipliner la littérature yiddish qu'on a eu tendance à réprimer cette habitude d'écrire sur l'étranger. Faire une littérature nationale, peut-être comme en Russie, finalement relativement peu de temps auparavant, était née une littérature nationale un peu avant Pouchkine. Voilà, et c'est lié en fait, ce qui est intéressant dans le cas de Elia Levita, c'est qu'il prend ce thème qui est totalement étranger, mais lui le prend dans une ambition qui est de le domestiquer,
par la langue, le domestiquer un petit peu aussi par l'introduction de clins d'œil, hein, clins d'œil culturels, clins d'œil religieux. Le type de celui que vous nous avez lu. Voilà, aussi, ouais. Donc, suivant le genre, il va soit décrire le monde juif de façon très, comme un ethnologue presque, avec la loupe, un ethnologue amusé, avec un sourire un peu satirique, mais avec beaucoup de bienveillance. Et dans d'autres textes, il y a aussi ces satires qu'il a écrits contre un de ses ennemis du ghetto de Venise, notamment, il y en a une des deux. C'était des textes qu'on a ensuite appelés des pasquinades. C'est des textes qu'on affichait sur les murs pour dénoncer un ennemi, souvent personnel. Lui, il dénonçait personnellement un ennemi qui s'appelle Hillel le Mélamède, l'enseignant. Et le maître d'école plutôt, oui. Et cet Hillel, apparemment, l'avait dénoncé. Il y avait eu toute une histoire. Et ça parle d'un grand incendie qui a eu lieu sur le pont du Rialto, ce grand pont, justement. C'est cet incendie qui a fait qu'ensuite on l'a construit en pierre tel qu'on le voit aujourd'hui. Et dans cet incendie, il raconte la façon dont Hillel s'est conduit de façon lamentable, et puis il décrit. Voilà. Mais donc on arrive à la dernière question que je voulais vous poser, et à laquelle vous répondez en fait. Pourquoi avoir traduit ce roman de chevalerie et qu'est-ce qu'un lecteur moderne peut y trouver? On a parlé de l'influence que ça avait pu avoir ou en miroir sur la littérature yiddish moderne. Pour nous aujourd'hui, donc il y a un intérêt historique, ethnologique, et un intérêt littéraire. Pour moi, c'est un texte dans lequel on peut trouver un plaisir de lecture. C'est un texte qui nous permet de comprendre les goûts des lecteurs juifs de la Renaissance. C'est un texte qui nous permet d'avoir un autre regard aussi sur le passé juif, notamment sur la façon dont les liens culturels entre le monde juif et le monde chrétien étaient souvent beaucoup plus étroits qu'on ne l'imagine. C'est un texte également qui nous permet d'avoir une notion de la liberté qui existait, qui était. On a souvent une image un peu sombre de cette époque, de l'époque des ghettos, et c'est vrai qu'il y avait un enfermement réel. Mais on oublie un peu qu'au départ, cet enfermement du ghetto de Venise était aussi la première fois où les Juifs avaient eu l'autorisation de vivre dans la ville. Donc il y avait toujours une négociation. Et c'est cette négociation-là qu'on touche du doigt en lisant ce texte. Le fait que les Juifs étaient en négociation permanente avec la culture chrétienne et que cette négociation, quand elle est faite par quelqu'un qui a du tempérament, qui a de l'humour, ça devient une négociation vitale et vivante et finalement porteuse d'espoir et pas porteuse de malheur et de tristesse. Prime sautière sur la forme et très vitale sur le fond. Sur le fond, oui. Merci beaucoup de vous être inscrit dans cette lignée d'érudits juifs et chrétiens qui ont permis la transmission de cette littérature très riche. Merci Arnaud Bicard d'être venu de l'INALCO, de la Maison de la Culture Yiddish où vous enseignez, pour nous parler de ce livre à Acadème. Et merci aux éditions de l'Antilope d'avoir publié ce morceau de bravoure. Merci encore.